Bonsoir à tous et bienvenue dans ce nouveau 7-8 Société. Ce soir, nous allons parler d'un sujet qui n'en finit plus de faire l'actualité, le Brexit, soit en français la sortie de la Grande-Bretagne de l'Union européenne. Catastrophe pour certains, opportunité pour relancer le processus européen pour d'autres. Les avis divergent et sont nombreux sur le sujet. Alors, quelle portée faut-il donner au référendum britannique? Va-t-il avoir des conséquences graves pour l'économie britannique et européenne? Est-ce aussi la fin de l'Union européenne? Pour en parler ce soir et répondre à toutes ces questions, Philippe Le Guen, président de l'association Jean Monnet, Olivier Janwex, responsable du Centre d'information d'Europe Direct à Saint-Germain-en-Laye, et Fiona Pickford, fondatrice du journal bilingue The Snippet. Bonsoir à tous les trois. Je le disais en introduction, beaucoup soulignent le caractère catastrophique de cette décision, de ce choix britannique de quitter l'Union européenne. Pour la première fois, un pays fait le choix de revenir en arrière en quittant l'Union. Alors sommes-nous tout simplement, c'est ma première question, sommes-nous tout simplement dans la pire crise qu'ait connue l'Union européenne depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale? Philippe Le Guen, on va commencer avec vous sur votre avis sur ce constat très pessimiste pour débuter. Écoutez, c'est peut-être pas la pire crise, mais c'est quand même une période difficile pour les Européens. C'est une période où un pays qui est là quand même depuis 40 ans décide de manière unilatérale, en consultant la population, par un référendum, de quitter l'Union européenne. Donc c'est quelque chose de complètement nouveau, qui ne s'est jamais vu, et qui ouvre une grande période d'incertitude. Olivier Janwex, sur ce côté un peu catastrophique que j'énonce, pire crise de l'Union européenne depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, est-ce que vous me rejoignez ou alors vous mettez ça en perspective? Pire crise, non, c'est une crise parmi tant d'autres. Bon, c'est vrai que celle-là est un peu sévère, mais non, c'est une parmi tant d'autres. Je veux dire, ils l'ont annoncé depuis très longtemps qu'ils voulaient le faire, le référendum. Donc, Ils l'ont annoncé, mais on n'y croyait pas forcément. C'est ça aussi qui change la donne du jeu. On sait très bien qu'un référendum, c'est oui ou non, mais on pensait que ça allait être le in qui allait l'emporter, puis finalement, ça ne l'est pas. C'est ça aussi le problème aujourd'hui. Bah, ça, là-dessus, c'est le référendum, c'est le peuple qui choisit et on ne peut pas pronostiquer ce que le peuple va faire. Surtout que bon, la dernière fois que les instituts de sondage britanniques ont essayé de pronostiquer quelque chose, ils se sont un peu énormément trompés et c'était sur l'élection du Premier ministre. Donc, Fiona Pickford, vous êtes, vous, britannique, vous êtes dans les Yvelines en France depuis 23 ans, installé dans les Yvelines. Vous étiez, vous, en faveur du maintien dans l'UE. Pensez-vous, vous, que c'est la pire crise que connaît l'Union européenne et puis peut-être votre pays depuis très longtemps? Oui, je pense que c'est une crise assez sérieuse et aussi c'est une crise pour le Royaume-Uni, je pense, parce que le Royaume-Uni est divisé en deux, même en plus parce qu'il y a l'Écosse qui a voté pour le maintien, pour rester en Europe. Et, comme l'Irlande du Nord aussi. L'Irlande du Nord, oui. 56% c'était l'Irlande du Nord, 62% l'Écosse et puis le Pays de Galles et l'Angleterre qui s'est prononcé pour le maintien en dehors de l'Union européenne, en tout cas, enfin le out. Oui, tout à fait. Vous disiez récemment dans une interview, dans un article de presse locale, vous disiez être choqué par ce vote, ce choix qu'ont fait vos compatriotes. 10 jours plus tard, presque 2 semaines plus tard, dans quel état d'esprit vous êtes? Est-ce que ça y est, vous avez compris enfin que la Grande-Bretagne était sortie de l'Union européenne? Vous l'avez assimilé? Est-ce que aussi peut-être vous avez peur de ces conséquences-là pour votre avenir à vous, l'avenir de la Grande-Bretagne? Oui, ils disent qu'une semaine, c'est long dans les politiques et on voit toutes les choses qui se passent à ce moment. Ils ont ouvert une boîte qui est plutôt dangereuse et on a peur, mais rien n'est sûr. On ne sait pas ce qui va se passer à ce moment. Qu'est-ce que vous pensez de l'actualité entre les têtes d'affiche du livre qui toussent le navire? Boris Johnson qui ne va pas se présenter pour devenir Premier ministre, Nigel Farage qui était le président de UKIP qui lui aussi qui démissionne. Est-ce que vous avez l'impression qu'on a menti clairement, ouvertement aux Britanniques et qu'on vous a menti à vous aussi? Oui, tout à fait. Ils ont joué avec les émotions des gens. Ils ont fait leurs arguments étaient plutôt mensongers et malheureusement, les gens ont cru
Mais on voit qu'il n'y avait pas de plan. Pas de plan. Ils n'avaient pas de plan. Et maintenant, ils démissionnent. Donc, ils ont nous laissés dans un tel état. On le disait avec Philippe Le Guen et puis avec Olivier Janouex, la question qui se posait, c'est que personne ne croyait finalement au out. Est-ce que vous pensiez aussi que le in allait l'emporter jusqu'au dernier moment? Et puis peut-être aussi vos amis qui vivent en France, quel était votre état d'esprit avant du vote? Est-ce que pour vous aussi, ça a été finalement un tel choc? Ou est-ce que vous aviez envisagé, vous, peut-être la sortie? Non, on pensait que le in va l'emporter parce que je me suis couchée la nuit du référendum et c'était plutôt pour le oui. Et puis, en me levant le matin après, c'était vraiment un choc. Et j'ai fait un petit sondage sur dans votre le journal local. En demandant l'avis des gens, est-ce que le Royaume-Uni doit rester dans l'Union européenne? Et le résultat était plutôt pour. C'est pas une surprise. Parce que les expatriés, généralement, sont plus Oui, plus mais favorables aussi sur j'ai pas mal de lecteurs français, donc, mais c'était 80% pour rester et puis 20% pour Ce partir. qui veut dire finalement qu'on est dans un pays qui est réellement divisé entre peut-être ceux qui sont expatriés, entre des élites intellectuelles, ceux qui vivent dans les grandes villes et puis le reste du pays. Alors c'est peut-être vulgarisé, schématisé un peu trop. Oui, et aussi intergénérationnel parce que beaucoup de gens ont voté pour rester et en fait les plus âgés ont voté pour partir. On parlait tout à l'heure, Philippe Le Guen, des mensonges éventuels que la campagne du Livre a pu prononcer pendant tous ces mois sur les chiffres, sur l'argent donné par la Grande-Bretagne à l'Union européenne. Finalement, ça se sont avérés ces chiffres faux. Est-ce que selon vous, c'est la victoire de la démagogie en fait qui l'a emporté? Oui, c'est d'une part attiser les peurs, donc aussi des habitants de la Grande-Bretagne sur les étrangers, sur les... Vous savez, on nous avait parlé à un moment du plombier polonais. Bon, il est en Angleterre, le plombier polonais, il travaille parce qu'il y a besoin voilà, il a du travail et il monte des entreprises qui sont enregistrées en Grande-Bretagne et qui sont florissantes. Donc, c'est plutôt quelque chose de bénéfique à l'économie britannique. Eh bien, on a dit exactement le contraire. L'histoire de la somme qui est toutes les semaines, on devait payer 350 millions d'euros par semaine. Ils sont sortis ça d'un chapeau, on ne sait pas. Alors finalement, c'était moins de la moitié. Non, puis en plus, vous ne pouvez pas raisonner comme ça. Les pays donnent, mais reçoivent. Le fait d'appartenir à un grand marché, ça apporte aussi beaucoup d'activités. Les fonds structurels européens, on les oublie beaucoup. Je lisais récemment que la Cornouaille, par exemple, l'ouest de l'Angleterre, qui est une zone qui est prioritaire pour les fonds européens et qui a voté majoritairement pour le camp du départ de l'Union européenne, s'interroge maintenant, elle se demande si le fait de quitter l'Union européenne va avoir des incidences sur les fonds européens. Ben évidemment, donc on ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Donc à un moment, c'est complètement... Il n'y a pas eu un problème aussi du camp du IN qui finalement a fait une campagne très molle? Philippe Le Guen puis Olivier Janouex sur cette question-là. Écoutez, le problème du camp du IN, c'est que quand on dit quelque chose de positif sur l'Union européenne, les gens ne nous croient pas. Moi, ça m'arrive tous les jours aussi en France, de dire non, mais écoutez, vous exagérez, l'Union européenne, c'est pas bien. Bon, donc on entend ça tout le temps, mais c'est pas forcément la faute des personnes qui le disent. D'ailleurs, c'est parce que depuis des années, ce message est constamment brocardé par les hommes politiques, par les médias qui reprennent les hommes politiques, etc. etc. Ça, c'est vrai en Grande-Bretagne, puis dans le reste de l'Europe, et puis surtout en France. C'est vrai partout. Où on met les mots de la France généralement sur l'Europe. Mais tous les pays font ça. Peut-être à l'exception du Luxembourg et encore. Tous les pays font ça, c'est-à-dire qu'ils décident des choses en commun, les chefs de gouvernement à Bruxelles, et quand ils rentrent chez eux, ils disent c'est pas moi qui l'ai fait, on me l'a imposé, c'est Bruxelles qui m'a forcé la main. C'est entièrement faux. Tous ceux qui connaissent le fonctionnement de l'Union européenne le savent, mais c'est une minorité de gens, et les autres personnes, finalement,
croient tout ce qu'on leur dit depuis des années. Quand les tabloïds britanniques annoncent tous les jours les titres disant que l'Union européenne, c'est pas bien, il ne faut pas s'étonner quand même que des gens finissent par voter. Olivier Janouek, sur peut-être ce problème de la campagne du IN, aussi le message véhiculé par les hommes politiques, les médias, c'est tout ça qui explique la victoire du Out? Alors sans critiquer les personnes qui ont mené la campagne pour le IN, parce que quand même c'est pas un sujet qui est facile, voilà, c'était pas le Pas côté facile, mais finalement si important. C'est important. Alors après, en fait, quand on regarde bien ce que le IN a dit, si on synthétise grosso modo le schéma, on dit il ne faut pas sortir parce que sinon ça va provoquer une catastrophe économique, donc en fait on ne va rien changer. Voilà, grosso modo, il y a ça. Monsieur Cameron, avant de faire son référendum, avait notamment négocié auprès de l'Union européenne un accord spécifique fournissant un statut encore plus spécifique. Des nouvelles concessions pour la Grande-Bretagne. Voilà. Il ne l'a même pas fait valoir pendant cette campagne. Donc, on a aussi le camp du IN a été essentiellement sur des arguments économiques. Le fait que, par exemple, l'Union européenne, à la base, c'est pour la paix, c'est pour mettre la fin à la guerre. Un élément que les gens oublient énormément. Donc, des rappels historiques, peut-être. Voilà. La seule fois que moi, je l'ai vu dans la campagne britannique, cet élément, la seule fois que je l'ai vu, c'est quand il y a une vieille dame à la télé, lors d'un débat public, qui disait, qui a raconté sa vie et qui a expliqué pourquoi l'Union européenne, ça avait changé sa vie. Mais voilà, c'était la seule fois. Précisons que ce référendum n'est pas contraignant, il n'oblige pas forcément le futur Premier ministre qui sera choisi au mois de septembre d'entamer la procédure pour quitter l'Union européenne. Est-ce que vous pensez, par exemple, Fiona Pickford, est-ce que vous y croyez, est-ce que vous voulez que le futur Parlement, enfin en tout cas le futur Premier ministre, n'enclenche pas ce processus et finalement qu'il n'y ait pas de Brexit et qu'on parle de tout ça un peu pour rien? Est-ce que vous le souhaitez, qu'on aille contre l'avis du peuple? Je souhaite qu'on reste, je souhaite qu'il n'invoque pas l'article 50, mais je pense qu'ils vont le faire, parce que c'est très british de faire ce qu'on dit qu'on va faire. Et Theresa May, elle a dit qu'il faut le faire. On rappelle qui c'est, Theresa May, c'est la première ministre actuelle qui est pour l'instant la favorite pour devenir première ministre, qui elle-même faisait plus ou moins, enfin en tout cas qui faisait campagne pour le IN. Oui, elle faisait campagne, mais elle était plutôt profil bas. C'est paradoxal, on va peut-être mettre à la tête d'un État qui va quitter l'Union européenne un nouveau Premier ministre qui voulait y rester. Donc on n'a vraiment pas envie de sortir de l'Union européenne en fait, en Grande-Bretagne. Oui, mais les autres, les leaders du campagne de Brexit sont tous discrédités. Ils ont déjà démissionné, Boris Johnson a démissionné. Aussi maintenant Nigel Farage de UKIP et Michael Gove qui était partenaire de Boris Johnson, il est complètement discrédité, il a plus de respect dans sa partie pour ce qu'il a fait ou la manière dont il l'a fait. Vous pensez que ces têtes d'affiche du Out se rendent compte finalement que la tâche est difficile, presque, voire impossible? Je pense qu'ils n'ont jamais pensé emporter le ils faisaient vote. Campagne, mais un peu je pense qu'ils avaient fait pour leur propre intérêt. Oui. Philippe Le Guen, est-ce que vous croyez à cette marche arrière et finalement que la Grande-Bretagne va peut-être rester dans l'Union européenne malgré la décision du peuple britannique, encore une fois? C'est vrai ce que dit Madame, c'est tout à fait vrai. Les Anglais ont pour habitude de toujours faire ce qu'ils ont dit qu'ils feraient. Bon. Mais là, peut-être vont-ils faire exception parce que devant l'ampleur de la tâche, c'est-à-dire que personne ne sait par où commencer. Il y a 80 000 pages d'acquis, ce qu'on appelle les acquis communautaires, les lois européennes, si vous voulez, qu'il faut aujourd'hui, dans chacune de ces pages, enlever le Royaume-Uni et renégocier autre chose. Ça va prendre des années, personne ne sait faire ça. C'est tellement imbriqué l'Union européenne dans tout ce que nous faisons, puisque il y a les financements, je les ai déjà cités, mais il y a aussi toutes les normes, il y a toutes les règles communes que nous avons. Donc dire là je veux pas y rester mais je veux garder les règles, ça marche pas. Donc il faut refaire autre chose, renégocier des traités, renégocier avec chacun des États. Donc c'est quelque chose qui semble être un travail incroyable à faire, qui prendrait plusieurs années. Donc je pense que la démission d'ailleurs de ces leaders du Out
montre bien à quel point non seulement ils étaient non préparés, mais qu'ils n'ont pas d'équipe, ils n'ont même pas réfléchi à la question pour savoir par où commencer. Donc ils préfèrent évidemment s'en aller avec le panache, pensant avoir un certain panache, disant voilà, mon travail est fait et je laisse ça maintenant à mes successeurs. Mais qui sont-ils? Personne n'a envie de commencer ce travail-là. Personne ne sait par où commencer. Olivier Janouex, un peu de pédagogie sur la procédure qui va peut-être commencer à la rentrée. Quel est le processus pour une éventuelle sortie de l'Union européenne de la Grande-Bretagne? Alors donc c'est le fameux article 50 du traité sur l'Union européenne. Alors cet article dit concrètement qu'il faut déjà que le chef d'État ou de gouvernement du pays concerné, donc pour le Royaume-Uni c'est le Premier ministre, notifie officiellement l'intention du Royaume-Uni de quitter l'Union européenne auprès du Conseil européen. Donc il n'est pas obligé de le faire et pour l'instant on ne l'a pas fait. Voilà, c'est les Britanniques qui décident finalement quand est-ce qu'ils sortent. Après il peut y avoir des pressions politiques ou des... C'est les Britanniques qui décident de quand est-ce qu'ils veulent sortir. Une fois qu'ils ont notifié, leur droit de vote au sein du Conseil européen et du Conseil de l'Union européenne au niveau de l'Union européenne est suspendu. Et à partir de là, s'ouvre alors un délai de 2 ans par défaut, où on va essayer effectivement de liquider tout l'acquis communautaire. 80 000 pages de législation et aussi 200 traités internationaux. Donc c'est pas rien. Donc là, si on commence en septembre 2016, imaginons, on est parti pour septembre 2018 ? Alors, par défaut. 80 000 pages de législation, je suis juriste à la base, je ne fais pas ça en 2 ans. Septembre 2020, 2022 on partirait plutôt sur 10 ans pour les... 10 ans. Voilà, 10 ans dans un flou finalement en fait pour les Britanniques comme Fiona Pickford. Parce que c'est ça aussi, ce nouvel accord que vont passer les Européens avec la Grande-Bretagne, c'est ce qui va permettre de définir les règles entre les relations économiques, les visas, pour l'instant on ne sait pas. Pour le moment, en fait, il n'y a pas de flou, parce que tant que la procédure de l'article 50 n'est pas finie, la législation européenne continue à s'appliquer. C'est-à-dire que, pour le moment, le Royaume-Uni est toujours membre de l'Union européenne, il a toujours voix au sein du Conseil de l'Union européenne, les fonds européens continuent à s'impliquer dans les différentes régions britanniques. On peut toujours prendre l'Eurostar pour aller en Grande-Bretagne sans visa. On peut toujours prendre l'Eurostar, les normes européennes continuent à s'appliquer, donc pour le moment, je veux dire, d'un point de vue juridique, on est safe. Et donc ça peut durer 10 ans comme ça? Ça peut durer 10 ans, et donc justement, c'est pour ça qu'on a prévu à la base cette période où on va renégocier les accords, tout en maintenant, en fait, justement, la législation européenne en vigueur, parce que tout simplement, effectivement, le statut des ressortissants britanniques qui sont en dehors de l'Union européenne, si on décide de couper tout d'un coup comme ça la législation européenne, ça veut juste dire qu'ils se retrouvent en situation irrégulière, et donc au bout de 6 mois, il faut les éjecter et les faire rentrer chez eux de force manu militari. Fiona Pickford, c'est justement un sujet qui, j'imagine, doit vous préoccuper, vous, vos amis ici en France, sur ce côté, qu'est-ce que vous allez devenir, quel droit vous allez avoir dans le futur? Oui, vous espérez, j'imagine, un partenariat des plus poussés entre le reste de l'Union européenne et puis la Grande-Bretagne? Oui, je pense que tout le monde pense que peut-être ils vont négocier un accord comme la Norvège ou la Suisse, où on fait partie de l'espace économique européen. Mais à ce moment-là, on a la possibilité d'avoir l'accès au marché, free movement, libre circulation des biens. Oui, voilà, c'est ça. Et aussi, je ne pense pas que notre statut va changer, en effet. Mais qui sait, tout est négocié et je pense que peut-être moi, en tant que je me sens européenne, mais peut-être pour moi et aussi en tant que gérante d'une société, peut-être ça va être le moment de demander la nationalité française. Peut-être. Vous verrez. Depuis tout à l'heure, on parle de multiples aspects négatifs du Brexit, mais on peut y voir aussi l'occasion de relancer l'Union européenne. Écoutez à ce propos Pierre Lecuyer, député yvelinois et président d'Île-de-France Europe. Il était il y a quelques jours sur ce plateau même. Il faut absolument en faire une opportunité, puisque la Grande-Bretagne s'en va. Eh bien, faisons de la zone euro
une zone beaucoup plus forte, beaucoup plus audacieuse sur les thèmes qui intéressent les citoyens, c'est-à-dire la croissance et l'emploi. Alors on a fait le plan Juncker, c'est bien, mais il faudrait qu'on ait une politique commune de l'industrie, une politique commune de l'énergie, une politique commune de la recherche, et donc il faut qu'on mette à la tête de la zone euro un président stable. Qui soit responsable de la gouvernance économique aussi. Et puis la troisième chose, c'est qu'il faut parfois exagérer, une critique parfois exagérée, mais que l'Europe se détourne des problèmes de détail, des normes excessives. Et ça, c'est facile à faire. Il y a des systèmes qui sont mis en place, la comitologie, je ne vais pas entrer dans les détails, qui font que des décisions peu démocratiques sont prises sur des points finalement tout à fait secondaires, comme la taille des paniers de pêche, etc. Ça, il faut laisser tomber complètement ça pour bien montrer qu'on s'occupe des problèmes réels des Européens. Alors Pierre Lecuyer parle de plus d'Europe sur par exemple la recherche, l'industrie, l'énergie et moins d'Europe peut-être sur des choses plus farfelues. Est-ce que ce ne serait pas un mal pour un bien le Brexit et pour relancer le processus européen qui est au point mort maintenant depuis très longtemps, peut-être depuis Maastricht? Écoutez, pourquoi il est au point mort? Parce que les États ne voulaient pas avancer. Pierre Lecuyer, je le connais, il est tout à fait respectable, il a été à l'Assemblée nationale le responsable des affaires européennes, la commission parlementaire des affaires européennes, mais on sait très bien que sans la volonté des gouvernements, des États, eh bien justement l'Europe ne s'occupe que des domaines qu'on lui laisse en pâture, c'est-à-dire en effet la taille des concombres, puisqu'il n'y avait que ça à s'occuper, puisque les autres questions fondamentales, les États membres à chaque fois mettent leur veto et ne veulent pas avancer. Alors moi, je veux bien que le Brexit nous donne l'occasion d'aller vers plus d'intégration. Mais c'est finalement François Hollande, Angela Merkel, Matteo Renzi qui tiennent les clés du jeu. C'est à eux maintenant de se dire, si nous ne voulons pas d'autres pays qui font l'exit, qui sortent, en effet, mettons-nous autour de la table et travaillons sur les vrais sujets d'importance. Mais voilà, ça ne viendra pas tout seul. C'est pas l'Europe. Qu'est-ce que c'est l'Europe? Ce sont les États. Voilà. Donc, et pour le moment, tout le monde est un petit peu tétanisé. Tout le monde ne sait pas trop quoi faire vis-à-vis Chacun parle dans son coin, entre Angela Merkel qui dit voyons, entre François Hollande qui semble vouloir justement lancer un processus avec Matteo Renzi, on a un peu, et puis les pays de l'Est qui rejoignent Angela Merkel. Tout le monde est un peu tétanisé, personne ne s'attendait à cela. Et puis on attend de voir aussi ce que ça a comme conséquences économiques, y compris sur les autres pays qui ont des entreprises et qui ont des marchés en Grande-Bretagne. C'est ça la question aujourd'hui. Olivier Janouex, sur cette question-là, est-ce que ça peut être une bonne nouvelle finalement? Vous partagez, j'imagine, le point de vue de Philippe Le Guen sur le fait que ce soit finalement les chefs d'État qui tiennent les clés? Si effectivement on n'a pas de politique de la recherche, c'est parce que les chefs d'État ne se mettent pas d'accord. Je veux dire, au niveau de l'Union européenne, quand on veut agir sur une politique, on met des financements. Le problème, c'est que nous, notre budget européen, il est en baisse. Parce que tout simplement, les chefs d'État ont décidé qu'il fallait réduire. Donc ça, c'est déjà un premier élément. Donc oui, il va falloir que les chefs d'État se mettent d'accord entre eux. Après, là où je serais peut-être un peu plus optimiste, c'est qu'au niveau de l'Union européenne, sur beaucoup de domaines, sur certains domaines, on était obligé de décider à l'unanimité. Sur d'autres, on a été obligé de décider à la majorité qualifiée. Et alors, on avait notamment ce qu'on appelait, nous, les minorités d'abstention. C'est-à-dire qu'à partir d'un moment où un certain nombre d'États décident de dire « voilà, stop, on ne va pas aller plus loin », on arrête, on ne décide pas en la matière. On va dire que les Britanniques étaient les champions en la matière et qu'ils arrivaient ils servaient un peu de porte-étendard. Maintenant que les Britanniques sont sortis, maintenant, s'ils sortent officiellement complètement, donc on va devoir prendre les décisions à 27. Ça sera déjà un peu moins compliqué. Et c'est que surtout, tous les petits États ou tous les États qui en fait étaient un peu mi-chaud, mi-froid, qui ne savaient pas trop où se positionner, ils vont être obligés de se positionner parce que soit, vu que maintenant le Royaume-Uni ne sera plus là pour faire épouvantail, soit ils sont pour, soit ils sont contre.
Beaucoup parlent aussi dans la presse, les spécialistes, du fameux couple franco-allemand. C'est lui qui devrait prendre l'initiative pour relancer le processus européen. Est-ce qu'aujourd'hui ce couple fonctionne? Est-ce qu'il semble marcher? On sait qu'il y a des élections qui arrivent dans les deux pays en 2017. On est parti là aussi pour au moins une année de rien. Écoutez, le couple franco-allemand, oui, on en parle. Vous n'avez pas l'air beaucoup. optimiste sur le couple Non, franco-allemand. parce que le couple franco-allemand, ça fait des années, c'est depuis très longtemps qu'il fonctionne avec des ratés, parce qu'il n'a pas les Français, les Allemands n'ont pas la même vision Déjà, on a un président socialiste en France. Oui, mais indépendamment de ça, on a déjà eu des présidents socialistes et conservateurs et qui s'entendaient bien, mais ils avaient la même vision sur la relance économique, sur ce qu'il faut faire, etc., sur la réduction de la dette. Là, vraiment, ce sont deux opposés. D'ailleurs, de temps en temps, la Grande-Bretagne servait dans un sens comme dans l'autre, c'est-à-dire que dans ce couple, il y avait finalement un triangle amoureux avec la Grande-Bretagne et qui tantôt servait d'amant à Mme Merkel et tantôt de maîtresse à M. Hollande sur certains sujets. Au moins, ils seront en face à face. Voilà. Alors là, ils vont être en face à face. Bon, peut-être vont-ils trouver un autre bouc émissaire aussi à prendre entre les deux. Bon, je ne sais pas. On arrive déjà à la fin de cette émission. Merci à tous les trois d'y avoir participé. Une émission que vous pouvez retrouver en podcast sur tvfil78.com. Bonne soirée à tous.